de l'année 2026, organisée par Biogénie Projet. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Vincent Clarico, voilà, qui est expert, athlète de haut niveau, un ami, enfin, voilà, qui a beaucoup de qualités. Et donc, on a essayé pour ce premier webinaire de choisir, comme à chaque fois, des sujets un petit peu différents. Et aujourd'hui, ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est l'expérience de Vincent à travers la VFC, donc la variabilité de la fréquence cardiaque, dont on sait que beaucoup de gens maintenant surveillent un petit peu cet indicateur. Et voilà, et on trouvait intéressant de donner. Alors d'abord parce que nous, on a des produits qui peuvent l'améliorer, mais surtout parce que Vincent a une expertise dans l'intégration de cette mesure de la VFC dans son quotidien ou dans sa vie sportive. Voilà. Vincent, je te donne la parole. Eh bien, merci Nicolas, bonjour à tous. Merci aux personnes qui se sont inscrites à ce webinaire. Je vais avoir le plaisir de vous partager un peu mon expérience sur la variabilité de la fréquence cardiaque. Très rapidement, parce que je pense qu'on dispose de peu de temps. Et puis, ce qui est enrichissant, c'est aussi que vous puissiez poser les questions qui pourraient, à un moment donné, vous intéresser. Donc, je vais rapidement partager l'écran de façon à ce que vous puissiez profiter de ce qui vous a été préparé. Donc, en me présentant déjà très rapidement, donc, je suis un ancien international d'athlétisme, spécialiste du 110 mètres haies, avec quelques sélections en équipe de France, 24 je crois. J'ai participé aux Jeux Olympiques. J'ai participé également aux championnats du monde, aux championnats d'Europe. Au-delà de ma carrière d'athlète, j'ai été également l'entraîneur des équipes de France d'athlétisme et plus particulièrement du relais 4 x 100 mètres de 2009 à 2012. Vous connaissez sans doute l'équipe composée de Jimmy Vico ainsi que de Christophe Lemaître, Teddy Timbard, Yannick Le Sourd, Pierre-Alexis Pessonneau et bien d'autres qui ont été médaillés, qui ont été champions d'Europe en 2010, vice-champions du monde en 2011 et médaillés olympiques à Londres en 2012. Par ailleurs, j'ai découvert l'univers du handicap dans les années 2015 et j'ai accompagné un athlète à partir de 2018 qui est devenu champion paralympique du 400 mètres catégorie T20, une catégorie réservée aux personnes en situation de handicap intellectuel, et qui est devenu champion paralympique donc à Tokyo. Donc voilà rapidement quelques éléments en fait voilà de présentation de ce que je viens de vous exposer. Ma découverte de la variabilité de la fréquence cardiaque s'est faite à travers une des personnes qui est le plus éminent connaisseur de cette spécialité, qui s'appelle Laurent Schmitz. Donc j'ai eu la chance de croiser son chemin dans les années 2014, non un peu plus tôt, pardon, 2010, à l'époque où j'étais en charge des relais 4 x 100 mètres, et à l'occasion d'une formation continue issue de l'INSEP, l'Institut national du sport, d'expertise et de la performance, à travers cette formation qui parlait de la planification, l'entraînement qui précède les compétitions, il m'expose à travers son expérience, l'expérience d'autres sportifs à travers laquelle je me reconnais totalement dans mon expérience aux Jeux Olympiques à Atlanta. Et là, je me dis, mais comment une personne qui simplement en regardant la variabilité de la fréquence cardiaque, les battements du cœur, est-elle en mesure d'avoir une analyse aussi fine de ce qui peut se passer chez un individu et surtout de ce que l'on peut apporter pour essayer de remédier aux problèmes qu'il pourrait rencontrer dans sa préparation terminale. Et donc, c'est à travers ce cheminement, donc je me suis formé avec Laurent Schmitz pour être diplômé. Et en fait, je me suis ouvert à d'autres spécialités, comme une formation sur la nutrition, puisque je ne comprenais pas pourquoi il pouvait y avoir des variations, la variabilité de la fréquence cardiaque. Et donc, à chaque fois que je posais des questions à l'univers médical occidental, j'étais confronté à souvent des réponses, non, on ne sait pas pourquoi, etc., etc. Donc, j'ai creusé les choses, j'ai investigué encore plus, et une formation en nutrition m'a apporté quelques éléments complémentaires de compréhension sur le mode de fonctionnement, en plus des connaissances actualisées avec celles de Laurent Schmitz, puisqu'on est toujours
dans l'amélioration de l'analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque. Et par ailleurs, eh bien, je me suis engagé après sur une formation très holistique de praticien de médecine traditionnelle, praticien de médecine traditionnelle chinoise, qui est une médecine, comment dirais-je, qui s'appuie depuis 2500 ans sur l'observation des individus et leur univers, et qui m'a apporté énormément d'enrichissement. Alors, je ne suis toujours pas praticien puisque c'est une formation de 5 ans. Je suis en 4e année et demain, enfin l'année prochaine, j'espère obtenir cette certification de praticien. La variabilité de la fréquence cardiaque, qu'est-ce que c'est pour certains d'entre vous? Dans certains cas, effectivement, c'est une terminologie qui peut un peu faire peur. Derrière tout cela, eh bien, c'est ni plus ni moins qu'en fait que le fonctionnement de notre système nerveux autonome. C'est-à-dire, on fonctionne de façon volontaire quand on fait de la musculation, quand on entreprend une démarche. C'est le système somatique et volontaire. Le système nerveux autonome, c'est celui qui permet de, comment dirais-je, qui travaille de façon autonome, sans qu'on ait à le commander, et qui fait fonctionner notre digestion, qui fait fonctionner notre système immunitaire, qui fait fonctionner notre système digestif, notre système respiratoire. C'est tout ce système qui est influencé par le système neurovégétatif. Un petit exemple justement d'un sportif qui s'appelait Usain Bolt, et j'avais lu ça à travers le livre qu'il avait écrit, et il nécessitait, il disait que je devais apprendre à mieux connaître mon corps, je devais savoir exactement quand j'étais fatigué. Sans cela, je ne deviendrais jamais un ténor de l'athlétisme. Donc, le sujet ne se borne pas au niveau des sportifs. Le sportif est un révélateur des états de fatigue. On voit quand il est fatigué, quelle que soit la pratique sportive, qu'on est dans une situation de fatigue parce qu'il y a une contre-performance. C'est une réalité également pour le quotidien, pour chacun d'entre nous, pour les salariés, enfin, chacun d'entre nous au quotidien, qu'on soit jeune ou qu'on soit plus âgé, on a besoin de gérer ce niveau de fatigue et cette recherche d'état de santé, de forme, pour être efficace et dans notre vie de tous les jours. Les sportifs, comme j'expliquais tout à l'heure, sont un révélateur de la gestion de leur niveau de fatigue. Martin Fourcade, sur la droite de votre écran, face à Laurent Schmitt, le grand spécialiste de la variabilité de la fréquence cardiaque en France. Martin Fourcade a été suivi pendant des années à travers l'analyse de la variabilité de fréquence cardiaque, ce qui lui a permis d'accéder, entre autres, mais pas exclusivement avec ça, bien évidemment, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'équipes autour de ces sportifs, mais a permis de réguler ses états de fatigue et être bon le jour J. Nombreux sont les sportifs qui peuvent être le champion dans leur jardin et qui, le jour de la compétition, à la faveur d'une baisse d'énergie qu'ils n'arrivent pas nécessairement à expliquer, passent à côté de résultats. Martin Fourcade, avec ses multiples titres olympiques, titres de champion du monde, eh bien, avec un suivi rigoureux de la variabilité de la fréquence cardiaque, a pu comment dirais-je, réaliser le palmarès que l'on connaît. L'état de la VFC au niveau de la recherche est croissant, donc, et les publications sur le stress et la fatigue et le nombre de publications scientifiques ne font que croître, puisqu'il y a une recherche incessante. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a un intérêt de plus en plus croissant sur le mode de fonctionnement de l'individu pour avoir une approche non pas globale, mais une approche de plus en plus individualisée. Et la variabilité de la fréquence cardiaque concourt justement à la singularité et à l'adaptation des contenus d'entraînement vers l'individualisation. Voilà une expression que je reprends souvent qui est de Laurent. Qu'est-ce que la VFC? Quand on dit à quelqu'un que vous avez une fréquence cardiaque à 50 battements, on pense qu'il y a un battement qui est avec toujours le même écart. Eh bien, ça ne fonctionne pas du tout comme ça en réalité, puisque la variabilité, ce sont ces petits écarts qu'il peut y avoir, cette différence qui se mesure en millisecondes, qui caractérise un état de fraîcheur ou un état de fatigue. Lorsque vous avez un écart entre deux battements qui est systématiquement le même, qui reste monotone,
voilà, pour prendre une expression un peu comme l'automne, eh bien, ça caractérise une difficulté d'adaptation de l'organisme à notre environnement, qu'il s'agisse de l'environnement extérieur ou de notre environnement intérieur. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que la fréquence cardiaque, puisque le cœur, ça s'évalue à travers les battements du cœur, le cœur étant le décodeur en quelque sorte, un traducteur du système nerveux autonome, que l'on peut donc apprécier, évaluer en enregistrant sa fréquence cardiaque. Eh bien, lorsque ces écarts entre chaque battement est le même, eh bien, on est face à quelque chose de très monotone qui peut caractériser un état de fatigue et une difficulté d'adaptation à son environnement. Lorsque les écarts sont variés, la variabilité de la fréquence cardiaque caractérise un état d'adaptation immédiat aux émotions, aux circonstances externes, à son alimentation, aux agressions, etc., etc. Donc, très rapidement, quelques éléments. Là, vous avez quelques éléments d'information propres. Vous avez un petit schéma en bas. Vous voyez, entre la fréquence cardiaque, entre deux battements, eh bien, il peut y avoir des variations qui s'expriment en millisecondes, 880 millisecondes, 720 millisecondes. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle cette variabilité, cette fameuse variabilité de la fréquence cardiaque qui se mesure sur l'onde R, c'est-à-dire l'onde qui est la plus vers le haut. Et c'est l'écart entre ces pics qui caractérise la variabilité de la fréquence cardiaque. Le cœur étant une pompe ne peut pas fonctionner seule, elle passe par une prise électrique. Cette prise électrique s'appelle le nœud sinusal. Et cette prise, de façon, on va dire, vulgarisée, vient se brancher sur l'oreillette droite. À partir du moment où le courant électrique passe dans l'oreillette droite, il vient se diffuser dans l'oreillette gauche, puis ensuite, par le faisceau de His, enfin, qui est la paroi qui sépare le cœur en deux, et puis ensuite le système de Purkinje, voilà, qui vient contracter le cœur. De façon très simplifiée et très vulgarisée. Donc le rythme cardiaque est irrégulier. Toutes les documentations scientifiques, et notamment l'European Society of Pacing en électrophysiologie depuis 1996, expriment cette caractéristique, ainsi que la Task Force de 1977. Le système nerveux autonome est régulé essentiellement par son système nerveux et son système endocrinien. Le système endocrinien, notamment, qui est stimulé à travers l'ensemble des hormones que l'on peut avoir dans notre organisme, qu'il s'agisse du pancréas, qu'il s'agisse de l'adrénaline, noradrénaline, neurotransmetteurs, tout ça est régulé par le système endocrinien. Et puis il y a le système nerveux. Et l'influence du système nerveux parasympathique est influencée par tout le système cervical et le système lombaire, à partir de L4 jusqu'à S4. Et tout le système orthosympathique est régulé par le système thoracique dorsal. Le système nerveux autonome en pratique. Donc, on va essayer ça reste un petit peu théorique, tous ces éléments, mais de pratique. Mais il est important de comprendre la façon dont on fonctionne pour être en mesure ensuite de pouvoir comprendre la façon dont réagit le système nerveux autonome. Donc, très rapidement, le système nerveux autonome en pratique, il contrôle les contractions, les relaxations des muscles lisses et des vaisseaux, les sécrétions exocrines, endocrines, l'activité cardiaque, mais pas que. L'activité cardiaque est intéressante parce qu'il permet d'être enregistré, mais on parle également du système nerveux autonome qui agit bien évidemment sur le foie, sur le système intestinal, etc. Mais là, c'est beaucoup plus difficile d'enregistrer les messages du système nerveux autonome sur son foie. Mais il existe également le métabolisme énergétique ainsi que régule le système immunitaire. Il est composé de deux sous-systèmes. Et là, il est important de comprendre, je regarde si la diapositive suivante, voilà, deux sous-systèmes. Le système nerveux sympathique qui favorise la récupération. Il faut simplement se référer à un principe basique de Maslow. Le système parasympathique doit fonctionner normalement dans des conditions de sécurité de l'individu. Quand on est en position allongée, eh bien, on a une dominante du système parasympathique. Ça sous-entend que en position allongée, au niveau primitif, l'homme des cavernes était quand il était à l'abri des agressions extérieures,
eh bien, allongé, tu es dans un système de sécurité. Et le système de sécurité favorise bien l'assimilation des nutriments, la récupération, la digestion, la reconstruction cellulaire, la réparation globale. Dès l'instant où on bascule, et donc c'est ce qu'on appelle le système parasympathique. Et dès l'instant où on arrive sur le système sympathique, là c'est le système ou orthosympathique, c'est un système d'activation caractéristique de la fuite et du combat. Je suis en position couchée, je récupère. Dans le système primitif, je suis en position debout, je me prépare à la chasse, la fuite, le combat. Et donc, c'est un système qui doit s'activer de façon naturelle. Le système parasympathique est régulé par le système respiratoire et le système orthosympathique est régulé par le baroréflexe. C'est-à-dire, face à la gravité, le sang se concentre au niveau des jambes et vous avez au niveau des jambes eh bien, un système autonome qui favorise la contraction des vaisseaux au niveau des jambes pour faire refluer le sang au niveau cardiaque. Lorsque ce système fonctionne mal et que vous êtes fatigué, eh bien, la contraction musculaire se fait de façon moins efficace et du coup, eh bien, on est dans une dimension où on caractérise la fatigue. Le sang afflue moins au niveau du cœur, donc il y a une accélération du rythme cardiaque pour compenser ce déficit de retour veineux et qui pourrait, sur des tests, caractériser des petits malaises. Moins de sang, augmentation du rythme cardiaque, moins de débit sanguin, moins d'afflux sanguin au niveau du cerveau et moins d'oxygène. Et du coup, on peut avoir des petits étourdissements, voire un malaise vagal. C'est ce qui caractérise la fatigue dans ses extrêmes. On va aller plus loin. Donc, les facteurs d'influence de la variabilité de la fréquence cardiaque, ils peuvent être au niveau extérieur. Ils se réfèrent à la capacité d'adaptation de l'individu aux variations de température, chaleur, grand froid. À l'altitude également. Lorsque vous êtes en plaine et lorsque vous montez à la montagne, eh bien, vous avez une adaptation de votre système qui caractérise un changement de la variabilité de la fréquence cardiaque. L'environnement pollué dans lequel vous pouvez être ou l'environnement sain influence également considérablement la variabilité de la fréquence cardiaque. La pression, quand on est dans l'eau par exemple, eh bien, la pression est un vecteur de protection qui favorise plutôt le système parasympathique, donc la capacité de récupération. Et puis l'activité physique, bien évidemment, caractérise également une influence considérable de la variabilité de la fréquence cardiaque. Les facteurs internes sont l'alimentation. Dès l'instant où on a une alimentation plutôt saine, eh bien, on peut voir qu'il y a des évolutions significatives de la variabilité de la fréquence cardiaque, de la même manière et inversement, quand on est sur des alimentations plus transformées, on le voit sur le long terme, des variations significatives. La maladie, l'âge, les traitements médicamenteux, l'influence de la musique également et de certaines fréquences comme des sons plus graves peuvent stimuler le système parasympathique et les systèmes plus aigus eh bien, peuvent stimuler l'ortho. Mais chez certains individus, ça peut être également l'inverse. Le biotope intestinal également, l'hydratation est un formidable vecteur d'influence de la variabilité. Alors, les odeurs également et plus particulièrement les huiles essentielles, il y a des études qui ont été conduites au niveau universitaire et qui ont mis en évidence l'influence de certaines huiles essentielles comme le petit grain bigarade ou la marjolaine à coquille qui viennent stimuler considérablement le système parasympathique des personnes qui ont du mal à basculer dans le système parasympathique puisque les vecteurs de stress, la fatigue quotidienne peuvent être des éléments excusez-moi, d'influence de la variabilité avec une grande difficulté de récupération. Eh bien, avec des outils très simples comme des huiles essentielles, des diffusions d'huiles essentielles peuvent permettre une amélioration de la variabilité de la fréquence cardiaque. L'activité physique et puis les émotions. En médecine traditionnelle chinoise, on sait par exemple que le siège de la colère est influencé, enfin le foie, les émotions comme la colère influencent le fonctionnement du foie. Et donc, tout ça sont des éléments qui peuvent influencer, comme ils fonctionnent à travers le système neurovégétatif, eh bien, ça peut influencer également la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc, tous ces éléments sont des éléments qui sont assez riches, qui nécessitent, quand on s'y intéresse de vraiment très près,
qui nécessite d'élargir son champ de connaissances pour essayer de comprendre justement l'influence de la variabilité de la fréquence cardiaque. Régulièrement, donc c'est un petit récapitulatif, hein, quand on a une variabilité de fréquence cardiaque jeune, eh bien elle est plutôt très élevée. C'est comme si vous aviez une espèce de lampe d'Aladin dans laquelle vous aviez de l'huile. Imaginez une lampe à huile. Eh bien cette huile, c'est votre énergie vitale. Et si elle est consommée de façon inappropriée, eh bien on baisse de façon considérable son niveau d'énergie. Et lorsque on la développe et on essaye de la ménager, eh bien on arrive à maintenir ces niveaux d'énergie des fois jusqu'à très très tard. Là, c'est le même élément, hein. Je vais revenir d'abord quand même rapidement sur un sujet. La variabilité, comme je vous l'expliquais, donc c'est dépendant de nombreux facteurs qui nécessitent d'avoir des connaissances dans de nombreux domaines. Très souvent, avec l'usage des outils, des montres connectées, je ne vais pas citer de marque, on vous donne un état de votre RMSSD. C'est une information, mais qui en aucun cas ne permet de pouvoir évaluer votre niveau de forme. Elle s'appuie essentiellement sur un domaine qui est la RMSSD. La RMSSD, c'est une méthode de calcul de l'onde RR, enfin des écarts et du nombre d'écarts qui sont communs. Enfin, c'est une formule mathématique avec beaucoup de racines carrées. Et elle ne donne qu'un élément de la variabilité de la fréquence cardiaque. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Vous pouvez prendre votre variabilité en position assise, vous pouvez prendre votre variabilité en position debout. Or, pour avoir des éléments précis de l'état de forme des sportifs, il n'y a qu'une évaluation valide qui est le tilt test, qui correspond à un test en position couchée et un test en position enchaîné par un test en position debout. Tous les autres tests aujourd'hui n'ont pas montré la capacité de pouvoir évaluer de façon efficace le niveau de fatigue des sportifs ou des personnes lambda qui ont une pratique quotidienne. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une RMSSD plutôt élevée et puis pour autant, ce qui caractérise le niveau l'analyse du système parasympathique et ne pas avoir d'énergie en orthosympathique. Mais on va développer ça un petit peu plus tard dans les diapositives qui suivent. Les facteurs d'alimentation, comme je vous l'exprimais également, et on va parler essentiellement d'un acide aminé qui peut agir sur la variabilité de la fréquence cardiaque. Lorsque le matin, vous vous levez, en fait, il faut simplement déjà essayer de comprendre la façon et la nature du fonctionnement de l'individu. Le matin, lorsqu'un individu se lève, eh bien, il est dans des dominantes orthosympathiques, stimulées souvent par qui peut être entretenue par la consommation d'acides aminés. Les acides aminés, c'est la déclinaison et la dégradation de protéines. Donc, de façon spontanée, notre organisme, le matin, il a une dominante dopaminergique prête à s'engager dans l'action. Et la nature de notre petit déjeuner, la première erreur que nous commettons, à la faveur, c'est vrai, effectivement, de gourmandise ou de notre appétence pour le goût sucré, nous avons tendance à nous comment dirais-je, nous apporter une alimentation plutôt de nature sucrée, avec confiture, pain. Donc confiture, c'est du sucre. Le pain, c'est du sucre. Céréales transformées, c'est du sucre. Café avec du sucre, etc. Miel, et encore, j'aurais une petite nuance sur le miel, qui est à la limite l'un des sucres les plus intéressants dans cette histoire. Croissant, etc. Pain au chocolat. Bon. Tout ça, en fait, lorsqu'on se lève, l'organisme, il n'a surtout pas besoin de sucre. Qui vient favoriser, en fait, à un moment donné, c'est ce qui va favoriser un pic de glycémie très élevé et qui, au bout de quelques heures, 1 heure, 2 heures, va générer une hypoglycémie réactionnelle. En fait, on est dans une logique où l'organisme, il a besoin plutôt de consommer, d'avoir une dominante de protéines et on lui apporte plutôt du sucre qui va stimuler un neurotransmetteur la sérotonine, qui va favoriser, qui est un précurseur de la mélatonine et qui va favoriser l'endormissement. C'est la raison pour laquelle on a le coup de barre quand on mange beaucoup de pâtes après le repas ou beaucoup de sucre le matin. En revanche, lorsque l'on accompagne son petit déjeuner plutôt de fromage, donc petites protéines en petite quantité,
de jambon, d'œufs, toutes les protéines qui peuvent être proposées avec des pains de qualité, et bien là, vous êtes dans une dominante plutôt d'apport de tyrosine et de protéines. Et il y a dans ces protéines, il y a plus particulièrement un acide aminé qu'on appelle la tyrosine, qui est un précurseur de la dopamine. Et donc, qui va favoriser l'action, l'activation. C'est-à-dire que le matin, je me lève, et bien, plutôt que de mettre un coup de frein à mon organisme, eh bien, je peux au contraire l'accompagner pour être efficace et arriver le midi sans avoir justement ce besoin de remanger du sucre sur le coup des 11 heures, qui sont des facteurs d'influence et qui provoquent des vagues au niveau du système glycémique et qui influencent considérablement, qui stimulent énormément le pancréas pour favoriser l'assimilation des sucres. En limitant ces apports de sucre et en favorisant les apports de tyrosine, eh bien, vous favorisez un fonctionnement et un engagement dans la journée beaucoup plus efficace. Quel est l'intérêt de mesurer sa VFC? Eh bien, ça permet déjà d'avoir une évaluation de la façon dont on fonctionne et du contrôle de notre… nous, on appelle ça l'énergie avec Laurent Schmitt et avec l'ensemble des personnes qui travaillent avec lui autour de la variabilité de la fréquence cardiaque. Ça permet d'avoir la valeur du fonctionnement de notre organisme, ce qui est invisible, parce que le système nerveux autonome fonctionne de façon autonome, c'est-à-dire sans aucune dépendance, sans aucune volonté de notre part. Et donc, c'est un moyen de pouvoir apprécier en fonction de la nature, de notre activité. Aujourd'hui, je me déplace, j'ai du jet lag, j'ai une compétition. Au bout de combien de temps je vais être opérationnel? Eh bien, la mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque, lorsqu'elle est bien faite, peut permettre à des athlètes de très haut niveau, mais aussi à des responsables d'entreprise qui se déplacent, qui ont besoin d'être efficaces dans le cadre de négociations, d'être en mesure de pouvoir évaluer, là, je suis dans un état de forme, je me sens bien. Eh bien, cette variabilité et ce travail permet de pouvoir, apporter des réponses, des remédiations, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire quand je suis un petit peu dans le dur pour me permettre d'être dans les meilleures conditions possibles. Donc, les remédiations très simples, efficaces, accessibles à tous pour être opérationnel au moment où on a besoin de l'être. Le protocole d'un test VFC, comme je vous le disais, il n'y a qu'un seul protocole qui est valable, qu'on appelle le tilt test, qui correspond à un test en position allongée et qui se fait de façon systématique au même moment, à un moment qui soit facilement reproductible. Je me lève le matin, j'ai besoin d'aller faire pipi, je me remets 5 minutes au lit, je mets une ceinture de type Polar H10, qui est l'une des ceintures qui permet de pouvoir faire les enregistrements les plus intéressants. Une application, myHRV.com, myHRV Bien-être, mais il y a d'autres applications. On enregistre avec son téléphone, un simple téléphone, sa fréquence cardiaque sur un mode RR. Ce n'est pas une interprétation. Encore une fois, il y a une différence entre ce qui peut être fait avec une montre connectée et une application qui enregistre votre fréquence cardiaque battement par battement. Ça, c'est essentiel. La plupart des montres connectées ont une interprétation, c'est-à-dire que toutes les X secondes, 1 seconde, 2 secondes ou 3 secondes, ils font un enregistrement de la fréquence cardiaque. Ce qui fait qu'il y a des tas de données qui nous échappent et qui ne permettent pas de faire une analyse très fine. L'analyse fine et précise qui permet de dire oui, vous êtes fatigué. Oui, il est nécessaire d'apporter des remédiations. Non, vous n'êtes pas fatigué. Vous pouvez faire ce que vous souhaitez. S'appuie sur des choses qui sont extrêmement fines et rigoureuses, qui tolèrent pas l'approximation. Donc, 5 minutes en position couchée avec une application. Au bout de ces 5 minutes, je passe en position debout. Et à ce moment-là, je reste en position debout, sans bouger, sans avoir les jambes qui clignotent, sans préparer mon petit déjeuner. Je reste en position statique, les bras le long du corps, je laisse aller mes pensées. Et là, on a déjà des éléments. Très souvent, les personnes qui restent en position debout, il y en a qui me disent « Oula, j'ai quelques difficultés à rester debout », qui caractérisent un état de fatigue, c'est-à-dire le sang, la position allongée, pas de problème de régulation, puisque la circulation du sang est régulée
et la respiration régulée par la variabilité est régulée par le rythme respiratoire. En position debout, la gravité fait que le sang se concentre au niveau des jambes. Difficulté du retour veineux fait qu'à un moment donné, eh bien, le sang arrive difficilement au niveau du cerveau. Et là, j'ai des étourdissements, j'ai des difficultés à résister. Donc, pour évaluer ces états de fatigue, ça se fait de façon rigoureuse. Position allongée 5 minutes, position debout 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, ensuite, on envoie le test à son spécialiste de l'analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque qui, lui, vous fait un retour quand il s'agit d'athlètes de très haut niveau. C'est la façon dont sont réglés des tonnes et des tonnes d'athlètes médaillés olympiques. Qu'est-ce qu'on analyse quand on fait la variabilité de la fréquence cardiaque? On analyse la différence. Alors, lorsqu'on est en position couchée, la variabilité est influencée est caractérisée par ce qu'on appelle des hautes fréquences. Des fréquences qui s'évaluent entre 0,15 et 0,40 Hz. Et lorsque on passe en position qui sont de cette nature, la position couchée permet d'analyser l'organisme en situation de repos. Donc là, on voit dans cette situation, quand on est en position allongée, est-ce que l'individu est en capacité de pouvoir récupérer des efforts qu'il a réalisés la veille ou l'avant-veille. Et ça, c'est essentiel parce que ça permet de pouvoir, évaluer l'adaptation de l'organisme aux séquences d'entraînement qui sont proposées aux athlètes, ou de savoir de quelle manière la personne récupère de sa journée. Est-ce que son alimentation est correcte quand il s'agit de tout un chacun? Est-ce que son alimentation est correcte? Est-ce qu'elle est dans un état inflammatoire de bas grade qui limite sa capacité de récupération, parce que ça stimule le système immunitaire, on pourra parler tout à l'heure de ça, l'influence du biotope intestinal sur la variabilité de la fréquence cardiaque. Et à partir de ce moment-là, on regarde si les ondes, si on est sur un système de haute fréquence. On est sur un système de haute fréquence, les choses se passent bien, pas de souci. La personne est en mesure de récupérer correctement, donc elle va pouvoir dégrader ses substrats énergétiques dans l'action, dans son activité quotidienne. Donc, la position debout est utilisée pour évaluer la qualité de la réponse orthosympathique à un problème posé à l'organisme. Le problème posé à l'organisme, c'est l'activité professionnelle. Est-ce que je suis épuisé? Est-ce que je suis stressé, etc. C'est tout ça qui est posé à l'organisme. Et là, on est sur des basses fréquences qui s'évaluent entre 0,04 Hz et 15 Hz. Donc, on est sur des ondes qui sont beaucoup plus hautes et avec des amplitudes relativement importantes. On a caractérisé 8 situations énergétiques qui caractérisent notamment 3 situations de non-fatigue et 5 situations de fatigue. Tout ça a été caractérisé par des médecins cardiologues, notamment le docteur Jean-Pierre Fouillot et d'autres personnes également qui ont travaillé beaucoup avec le cyclisme et les équipes de France de vélo. Gérard Guillaume, il y a des années, lorsque j'étais athlète, il me demandait, je ne connaissais pas tout à fait la variabilité de la fréquence cardiaque, mais il me demandait de prendre tous les matins ma fréquence cardiaque pour voir s'il y avait des variations dans l'amplitude. J'avais une médiane et dès l'instant où on dépassait de 20-25% cette médiane, ça caractérisait déjà un état de fatigue. Donc, c'était un élément qu'il me demandait de faire régulièrement. Et puis, ensuite, avec le développement des outils connectés et puis l'ensemble de nos connaissances, on affine beaucoup plus finement et beaucoup plus rapidement maintenant la variabilité de la fréquence cardiaque. Voilà à quoi représente, lorsque vous faites un test de variabilité de fréquence cardiaque avec les éléments que je vous ai présentés, une ceinture polaire H10, une application, je vous ai parlé de MyHRV Bien-être, qui a été développée par Laurent Schmitt et qui est une application gratuite qu'on peut trouver qu'on trouve sur les applications Apple Store ou Google Play. À partir de ce moment-là, on envoie, une fois que cette prise a été faite, on envoie un fichier à la personne qui analyse et ce fichier est intégré dans un logiciel qui nous permet d'avoir des courbes telles que celles que vous voyez à l'écran. On présente donc on analyse cette courbe. Sur le côté gauche,
en bleu, hein, avec le carré un peu plus bleu foncé, là, on voit une typologie de la fréquence cardiaque couchée. Et dès que la personne passe en position debout, vous voyez que les ondes sont un petit peu différentes. Et bien, ce sont ces éléments que nous analysons et qui nous permettent de caractériser l'état de fatigue. Ensuite, on a un suivi qui nous permet de pouvoir définir le profil de la personne. Avec 2-3 tests, et bien, on arrive à connaître un peu le profil de la personne. Et dès l'instant où on commence à observer des variations autour d'une médiane caractérisée avec ces tests, ça nous permet de pouvoir constater des états de fatigue et apporter des remédiations. Voilà l'exemple type également d'un suivi d'une personne. Donc ensuite, on met des courbes. Là, en haut, vous avez l'analyse de la courbe en position couchée. Et donc, on voit qu'en position couchée, c'est ce profil-là. Il y a une dominante parasympathique en position couchée qui caractérise un état de récupération optimale. On voit de temps en temps des variations de la fréquence cardiaque caractérisées par les barres. Mais en dehors de tout ça, les barres que vous voyez peut-être ici, voilà. Et puis ça, c'est ce qui caractérise la variabilité de la fréquence cardiaque et le système parasympathique. Et lorsque vous êtes en position debout, eh bien, le système parasympathique s'effondre, et c'est normal, puisque c'est celui qui freine, alors que le système orthosympathique est l'accélérateur. Donc, c'est lui qui prend le dessus sur le système parasympathique et qui est donc au-dessus, logiquement, de la courbe parasympathique. On voit ensuite des variations de la fréquence cardiaque qui caractérisent des états de fatigue. On ne peut pas rentrer dans une analyse aussi précise, mais ce que vous pouvez déjà observer, c'est dès qu'il y a une augmentation de la fréquence cardiaque qui est très élevée, vous voyez un effondrement du système orthosympathique qui caractérise systématiquement un état de fatigue. De ce côté-ci, vous voyez la médiane de la personne que nous observons avec la flèche. Ça constitue sa médiane. Et dès que l'instant où la personne se trouve au-dessus, eh bien, on peut dire que là, on est dans de bonnes conditions, à condition que la fréquence cardiaque reste soit aussi dans la médiane. Donc, vous voyez que ce n'est pas des choses qui peuvent s'improviser et qui sont très éloignées de l'usage d'une montre connectée. C'est quelque chose qui est scientifique, qui est poussé, qui est fait par des experts et pour avoir des éléments qui soient tangibles. Parce que des fois, vous pouvez voir votre RMSSD qui tourne et puis qui est bien, et puis finalement, vous ne faites pas de perf. Donc, ça peut être le cas. Une personne qui bascule vers un état de fatigue. Donc, une classique dans un état tout à fait cohérent, et puis un test suivant où là, les niveaux s'effondrent. Donc, on a ces petites valeurs là qui s'effondrent totalement. On voit par exemple à ce niveau-là que la valeur est très inférieure à celle qui était sur la valeur initiale, que vous voyez en termes de récupération, avec un niveau ortho caractéristique à la dégradation des substrats énergétiques pour permettre l'action, qu'il s'agisse d'une activité professionnelle ou qu'il s'agisse d'une activité sportive. Et dès qu'on bascule sur ce système, vous voyez que la difficulté, et encore c'est pas trop grave, mais la difficulté du passage de la baisse de récupération traduit immédiatement une baisse de la capacité de la personne à pouvoir dégrader les substrats énergétiques. Et on voit en corollaire, là, le trait bleu là, c'est la fréquence cardiaque, une évolution significative de la fréquence cardiaque de cette personne qui passe de 50 à plus de 110. Donc, dès l'instant où vous avez une variation de la fréquence cardiaque de la position couchée à la position debout de plus de 40 pulsations, vous êtes dans une logique de fatigue. Le suivi typique d'une personne sur du très long terme, donc avec des niveaux variés, une sportive qui fait de la gymnastique, qui fait de l'athlétisme, qui fait STAPS, et qui finalement, a priori, a un niveau tout à fait correct, avec des niveaux parasympathiques qui croisent de l'orthosympathique en position couchée, mais qui n'ont pas d'effet significatif sur sa difficulté de récupération. En revanche, le même suivi en position debout, là, vous voyez qu'il y a un effondrement complet. Et bien là, on était dans une phase de surentraînement. Et bien, pour réussir à remonter ce niveau qui a pris des mois, eh bien, il a fallu qu'on travaille sur des logiques avec un accompagnement un peu particulier. Très souvent, on ne parle pas suffisamment de façon suffisamment importante du travail à basse intensité, et pourtant, le travail à basse intensité est l'un des éléments majeurs de l'amélioration de l'état de santé général et donc de la variabilité de la fréquence cardiaque. Beaucoup de personnes, dès l'instant où ils n'ont pas l'occasion de pouvoir faire beaucoup de sport, se disent
eh bien, je vais rattraper ma séance de sport en me mettant au taquet et en me mettant mal pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Eh bien, très souvent, malheureusement, c'est pas ce qu'il est nécessaire, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc, les éléments de remédiation rapide, les exercices à basse intensité, tout ce qui travaille sur 20 à 45 minutes permet de stimuler le système mitochondrial. Le système mitochondrial, ce sont des petites usines de développement de l'énergie au sein de nos cellules. Le travail à basse intensité permet de stimuler en taille et en nombre le nombre de mitochondries que l'on a dans nos cellules. Et les mitochondries sont le siège du développement de l'énergie pour tout individu. C'est le siège de développement de l'ATP. Et donc, ce travail permet de pouvoir le développer chez tout un chacun, que vous ayez 10 ans dans une pratique sportive ou que vous ayez 65 ans ou 70 ans, à travers le rameur, la natation, quelle que soit l'activité, la préparation physique et la condition physique, les entraînements. Bon, alors là, en l'occurrence, pour cet athlète, on travaillait sur des distances relativement courtes et un travail à basse intensité. C'était une coureuse qui faisait du 400 mètres. On peut imaginer qu'il faut toujours être dans le lactique. Absolument pas. Il fallait limiter justement le travail lactique qui enfonce l'athlète dès l'instant où il n'est pas préparé et que son organisme n'est pas en capacité de pouvoir récupérer correctement, eh bien qu'il l'enfonce au contraire dans sa fatigue. Donc, il a fallu remonter la pente par des outils de pratique sportive, du travail de vitesse, un suivi kiné avec du massage, la balnéothérapie, du travail des alternances de bain froid et de bain chaud. Le froid est un très fort stimulateur du système parasympathique. Et puis, des compléments nutritionnels de base comme la vitamine D, à raison de 75 unités internationales par kilo de poids de corps, la vitamine C, bien évidemment, du magnésium, du zinc, et puis les oméga 3 qui sont des vecteurs très intéressants, notamment pour la régulation des états inflammatoires de bas grade. Document de Laurent également, que j'ai l'honneur de pouvoir vous présenter, qui caractérise, on vous parlait des 8 caractéristiques de la fatigue, dont très bonne condition physique. On peut augmenter la charge à des fortes intensités. Au niveau nutritionnel, rien à apporter. Les modalités de récupération, rien de spécifique. Tout ce qui concerne les bonnes conditions biologiques, tout va bien. Un état de fatigue caractéristique à une activité différente la veille, qui peut être du sport, une intensité du travail, beaucoup de déplacements, des grosses journées professionnelles. Bon, voilà, ça dégrade un peu l'organisme. Une bonne nuit de sommeil n'a pas tout à fait restauré. Si au bout de 2 nuits, c'est restauré, rien de particulier également. Troisième cas, le même cas que le précédent, mais au bout de… ça commence à durer. Là, on commence à s'intéresser à quelques éléments. Il faut faire attention à améliorer sa qualité nutritionnelle, veiller à son hydratation, diminuer peut-être un petit peu sa charge quand on a la possibilité, en essayant de s'accorder des moments de pause ou des moments où à un moment donné, je peux faire un peu de cohérence cardiaque. Donc, enfin voilà, tous ces petits aspects qui peuvent permettre de pouvoir manifester une amélioration. Et dès l'instant où on rentre dans les états de fatigue réversibles rapidement jusqu'à fatigue de l'activation physique, là, on rentre dans des logiques qui sont un peu plus complètes et qui, par contre, qui remplissent, qui sont tout à fait efficaces sans avoir recours à de la chimie systématique. Donc, vous avez ce tableau là qui vous est présenté. Je vous parlais de la tyrosine, la réflexologie plantaire, la médecine traditionnelle chinoise, enfin toutes ces approches, l'alimentation également, sont des moyens d'amélioration, mais également vous êtes vraiment fatigué, le système ortho a des difficultés à se mettre en place, marcher sur des petits cailloux pour stimuler les nocicepteurs plantaires, faire des bonds, de la corde à sauter, stimule le système orthosympathique. Cas d'une personne atteinte d'une maladie, donc la prise en charge d'athlètes ou de patients touchés par des pathologies infectieuses nécessite une adaptation spécifique, des protocoles de remédiation et un suivi médical renforcé. La VFC ne fait pas tout. Quand on arrive dans des situations d'épuisement, il est nécessaire bien évidemment d'avoir recours à son médecin. Ça, c'est la première des choses à faire quand les choses sont persistantes et qu'à un moment donné, la personne qui est en mesure toute personne, de toute façon compétente et formée à l'analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque à travers une formation diplômante et certifiante, vous orientera vers un médecin. Dès l'instant où les remédiations simples
et naturelles ne suffisent pas. Donc, parce qu'il peut y avoir des inflammations de bas grade. Par contre, la variabilité de la fréquence cardiaque peut permettre de détecter des états inflammatoires persistants qui vont conduire le spécialiste à vous orienter vers un médecin afin de pouvoir investiguer sur des bilans sanguins, etc. Bien évidemment, encore une fois, la VFC n'est qu'un outil qui permet de pouvoir réguler et établir l'état de santé de la personne, mais en aucun cas, si un gros problème, un problème majeur intervient, le réparer. Cas d'un athlète touché par le Covid, on voit systématiquement, là je mettais Covid, traitement par Covid, vous voyez une augmentation de la fréquence cardiaque avec une baisse du système orthosympathique, juste ici. Là, en position couchée, donc c'est des états inflammatoires, ce qu'on appelle des orages cytokiniques inflammatoires. Et systématiquement, on peut avoir des systèmes à un niveau ortho très très élevé ici avec une augmentation de la fréquence cardiaque dans des cas et qui peuvent des fois monter très très haut avec des malaises vagales, avec un malaise vagal, quand on est en situation de maladie ou d'état inflammatoire relativement important. Je vais passer, suivi d'un sprinter. Donc les sprinters, vous voyez qu'en position couchée, ils peuvent être malgré tout en dominante parasympathique. Donc ça, c'est un sprinter de haut niveau. Et on voit, c'est des personnes qui sont agitées. Donc il y a des personnes qui sont particulièrement agitées. Donc il est nécessaire d'apaiser pour qu'ils soient en mesure de pouvoir se régénérer. On arrive à le faire. Et très souvent, en position couchée, il y a un mix, un mélange de ortho et de parasympathique. Donc l'importance du suivi de la fréquence cardiaque, du nombre de battements par minute, est également essentielle dans ces éléments. Mais on arrive à apaiser malgré tout certains sprinters dans ces situations pour qu'ils puissent récupérer correctement. Donc voilà, ça ce sont des suivis vraiment caractéristiques de sportifs. Donc j'en suis à des milliers et des milliers d'analyses. Hein. Laurent a des millions. Il fait ça depuis maintenant plus de 30 ans. Donc moi, ça fait une petite quinzaine d'années maintenant que je suis que je fais des tests de variabilité de fréquence cardiaque. Et tous les jours, on découvre des choses et des situations qui sont super intéressantes avec des moyens de remédiation très intéressants. Regardez par exemple un exemple là d'une personne qui était particulièrement fatiguée, une sportive de haut niveau. La biathlète, son prénom m'échappe. Eh bien, uniquement sur un travail de basse intensité avec une fréquence basse, dominante, orthosympathique, intervalle aérobie à haute intensité, ça a dégradé considérablement son système. Donc là, un travail conséquent, dégradation du système, c'est ce qui se passe pour toutes les personnes, même chez les professionnels qui ne font pas de sport. Chez les sportifs, c'est systématique. Et, et chez les professionnels, on trouve exactement la même chose. Les personnes non sportives qui ont des grosses charges de travail bien, se retrouvent dans les mêmes situations. Là, donc, augmentation de la fréquence cardiaque, juste ici, dégradation du système orthosympathique, donc apparition de la fatigue, repos pendant une quinzaine de jours avec du travail à très basse intensité, c'est-à-dire le travail à basse intensité, c'est 75% de la fréquence max théorique, donc pas plus haut que ça. Et à partir de là, eh bien, on voit systématiquement une augmentation du niveau d'énergie avec une baisse de la fréquence cardiaque qui a permis à ces athlètes d'aller chercher des médailles. Autre cas, Tony Estanguet, qui a été suivi également sur la variabilité de la fréquence cardiaque. Souvent, on s'interroge d'être présent le jour J. Pour les sportifs, on sait qu'ils sont bons. Mais ce qui est essentiel, c'est d'être bon le jour J. Il y a des personnes qui ne sont pas dans des clubs, ils ont des programmes, ils s'ajustent sur des programmes d'entraînement qu'ils vont cueillir sur Internet, très bien, mais ils ne connaissent pas leur niveau de fatigue. Ils répondent exactement dans les cases de l'entraînement, ils suivent le protocole, sauf que le protocole de préparation n'est pas individualisé. De temps en temps, il faudrait pouvoir décaler les séances de 24 ou de 48 heures, parce que c'est un programme qui est fait pour le tout venant. Et il est nécessaire de l'adapter en fonction des états de fatigue auxquels vous pouvez être exposé. Fatigue et remédiation, voilà les éléments qui peuvent vous permettre de caractériser, de stimuler l'activité parasympathique quand on est fatigué ou de stimuler l'activité orthosympathique. J'avance rapidement de façon à être en mesure de pouvoir répondre à certaines de vos questions. Donc, on peut
vous avez tous ces éléments, hein, que vous pouvez aussi recueillir sur Internet, hein, mais la cryothérapie, corps entier, le yoga, etc., l'acupuncture, la réflexologie. Quelques éléments d'information, cher Nicolas. Voilà. En ce qui concerne MyHRV Bien-être et l'application que vous pouvez aller récupérer. Et puis, vous avez le site hrvcheckup.com, qui est le site qui a été animé par Laurent Smith et son équipe, sur lequel vous allez pouvoir aussi aller recueillir un certain nombre d'informations et d'éléments. Cher Laurent, voilà, j'espère avoir tenu le timing. Cher Nico. Voilà, écoutez, je vous remercie. Pour l'instant, vous ne me voyez pas, mais je pense que Florian va mettre à l'image. Voilà, écoute, merci beaucoup, Vincent. Il y a eu quelques questions. Alors, j'ai perdu un peu le fil du chat. Alors, on va peut-être passer à la diapo suivante. Comment ? C'est un bon plan sur vous. Et je vais passer à la diapo sur les produits. Voilà, donc au niveau du laboratoire Biogénie Projet, donc outre l'amitié qu'on porte à Vincent, évidemment, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Et on travaille en particulier sur un certain nombre de produits qui sont des régulateurs de la VFC. Alors, je ne vais pas tous vous les détailler. Je vais surtout, alors il y en a un qui est absent, je reviendrai dessus. En fait, je vais vous expliquer pourquoi ce sujet nous intéresse. Alors, le premier, c'est l'usage des oméga 3. En particulier, donc nous, on propose ce qu'on appelle les AGPI marins, c'est-à-dire des phospholipides marins. Un petit rappel sur le rôle des oméga 3. Dans la genèse des oméga 3, on comprend en fait l'intérêt au niveau du système neuronal. Arrêter la fréquence cardiaque, c'est le magnésium. Ouais. Alors, notre magnésium, il est particulier puisque ce n'est pas un sel commun, c'est ce qu'on appelle un acide. Qu'est-ce qui arrive ? Excusez-moi, je crois qu'on a une technique d'écran. Donc, le magnésium, notre magnésium, c'est un magnésium qu'on appelle un acétyltaurinate. Donc, c'est un magnésium qui a été développé, il y a le livre derrière, là, qui est ici, là, par Jean Durlard, qui était un des précurseurs. Sa caractéristique, c'est un magnésium qui est porté par l'acétyltaurinate, donc qui passe la barrière hémato-méningée, donc qui a aussi une biodisponibilité au niveau du cerveau. C'est ce qu'on appelle des magnésiums à biodistribution fonctionnelle. Et donc, ce sont des éléments très intéressants. Alors là, le magnésium, c'est plutôt la neuroexcitabilité, c'est cet outil de contrôle. Et le troisième produit qu'on propose, qui n'était pas dans la liste, c'est l'astaxanthine. Alors, Vincent a parlé de l'équilibre mitochondrial. C'est un produit qu'on appelle l'astaxanthine. Donc, c'est un pigment rouge qui est produit par une algue verte. Donc, c'est ce qu'on appelle un antioxydant adaptatif. C'est surtout un régulateur mitochondrial. Donc, en fait, alors, il y avait une question à ce propos, je pense que tu reviendras dessus, mais pourquoi une des questions, c'était pourquoi la VFC le vieillissement induit une baisse de la VFC. En fait, il y a beaucoup de facteurs. Il y a les pertes d'activité neuronale, il y a les pertes réflexes, mais il y a aussi un déficit mitochondrial, il y a aussi une inflammation, une neuroinflammation, une activation de microglies qui vont interférer avec ces boucles de régulation. L'astaxanthine, c'est vraiment l'ingrédient de la longévité neuronale et d'autres systèmes, mais c'est vraiment, par son effet adaptatif, c'est vraiment extrêmement puissant et c'est un ingrédient que je vous recommande beaucoup parce qu'il est très sous-utilisé alors qu'il a beaucoup de vertus. Voilà. En fait, notre réflexion générale, et après je vais poser les questions à Vincent, notre réflexion générale, c'est de trouver dans la nature le rôle de l'ingrédient, c'est-à-dire pourquoi une algue produit de l'astaxanthine, pourquoi des poissons froids produisent des oméga 3, pourquoi la vitamine D est si essentielle, et après les transposer à une utilisation objectivée chez l'homme. Voilà. Et juste pour terminer sur un plan plus commercial, vous aurez accès par rapport au suivi de ce webinaire à un pack VFC, voilà, où on a fait des conditions commerciales très intéressantes sur notre site internet. Je vous rappelle, c'est biogénieprojet.com. Voilà, et qui vous permettra de travailler avec ces produits. Voilà. Alors Vincent, dans les questions, alors j'ai perdu un peu le cours du chat à un moment.
il y avait en fait, écoute, je crois que je vais te passer le chat. Oui, alors il y avait une question sur l'universation du foie, mais je crois qu'il y a eu des réponses en même temps. Le foie, en fait, je vais vous apporter quelques éléments parce que effectivement, vous parlez de l'influence du système neurovégétatif. Donc, sur tout ce qui est vivant, de toute façon, il y a l'influence du système neurovégétatif. En fait, c'est la médecine traditionnelle qui m'a plutôt influencé. Le foie, il a une dominante énergétique, ce qu'on appelle la marée énergétique. La nuit, donc c'est entre 1h et 3h du matin. C'est à ce moment-là qu'il a sa fonction dans la théorie de la pratique médecine, de la pratique traditionnelle chinoise. C'est à ce moment-là qu'il filtre le sang et qui nettoie notre organisme. Donc c'est à ce moment-là qu'il est le plus fonctionnel. Donc selon toute vraisemblance, il ne fonctionne pas de façon autonome et il ne fonctionne pas de façon somatique, il fonctionne de façon autonome. Donc, il y a une influence dont je ne me suis pas penché sur le sujet, qui doit forcément, à un moment donné, dépendre du système neurovégétatif. Ouais. Donc, j'ai pas de... En fait, on décrit souvent le foie comme une sentinelle métabolique. Voilà. Donc, il recueille des informations et c'est vraiment une sentinelle au niveau métabolique. Alors, dans les autres questions, il y avait, si tu veux peut-être complémenter ma réponse, sur la perte de VFC dans le vieillissement par rapport à ton expérience. Alors, la perte de vieillissement... Alors, dès l'instant où... alors, je vous parlais de la mitochondrie. La mitochondrie, c'est l'énergie. Dès l'instant, c'est l'ATP, l'adénosine triphosphate. Lorsque vous n'en avez plus, c'est que vous êtes bon pour être entre quatre planches, quoi. En fait, il n'y en a plus d'énergie. Donc, à un moment donné, le seul moyen de pouvoir développer cette énergie, et je veux dire, il s'agit de regarder simplement l'évolution de notre système, c'est l'activité physique qui stimule le système mitochondrial. Et on sait que le système à basse intensité est un formidable vecteur de développement du système mitochondrial en taille et en nombre. Plus on fait des activités à basse intensité, plus vous augmentez en nombre votre nombre de mitochondries au niveau cellulaire et plus vous les augmentez en taille. Donc, ce qui va caractériser, ce qui fait que la différence entre des personnes qui, des fois, on dit il a 70 ans, il a 80 ans, il a de l'énergie. Oui, mais peut-être qu'il est actif. Alors, peut-être qu'il est actif, alors il ne s'agit pas nécessairement de faire du sport, mais voilà, peut-être qu'il a une stimulation cognitive suffisamment importante, peut-être qu'il fait du jardinage, peut-être qu'il est peintre, il y a une stimulation qui fait qu'à un moment donné, on entretient ses qualités motrices. Dès l'instant où il y a une dégradation des qualités motrices qui limite l'activation du système cardiaque pour stimuler le système mitochondrial, parce qu'on peut dire qu'effectivement, à 85 ans, on ne va peut-être pas aller faire des footings, mais ne serait-ce qu'une marche active, eh bien, on en parle. Ça fait partie aujourd'hui des enjeux de santé publique, l'activité physique à basse intensité, on parle de marche, et bien rien que ça permet de pouvoir maintenir un état articulaire, un état fonctionnel, cohérent, et ça permet de stimuler aussi le système cardiaque, le retour veineux, et ce sont tous ces éléments qui concourent à l'amélioration de la santé. In fine, quoi qu'il en soit, qu'on soit actif ou à la retraite, à un moment donné, ce qui fait la performance, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sportive, c'est l'état de santé. Et l'état de santé, notre système physiologique, c'est d'une technologie très au-dessus de nos connaissances aujourd'hui, puisqu'on découvre tous les jours, et avec peut-être il va y avoir des accélérations, une amélioration des connaissances de la façon dont on fonctionne, avec l'IA peut-être, mais tous les jours on découvre, on pensait que ça fonctionnait comme ça, mais aujourd'hui, on se rend compte que ça fonctionne de façon de plus en plus naturelle. Et dans l'univers même médical, il y a un accompagnement aujourd'hui, on laisse l'organisme se débrouiller seul parce qu'il fait des fois des choses qui sont plus pertinentes que ce que nous pouvions apporter à travers de la chimie. Alors, je ne dis pas que je ne fais pas du tout le procès de la chimie. Loin de moi, ça aide, c'est un véritable soutien. Mais on se rend compte que finalement, l'organisme il est capable de s'adapter à l'environnement complexe auquel il est confronté, des fois, et que les apports que nous faisons peuvent apporter un soutien, mais de temps en temps, ils dérèglent aussi d'autres systèmes. Donc, il y a un équilibre entre
ce qu'il apporte et puis ce qu'il peut dérégler. Donc aujourd'hui, la médecine occidentale est de plus en plus sensible également à la connaissance, à l'évolution de ses connaissances sur le fonctionnement de l'individu. Voilà. Bah, écoute Vincent, on est à 13h32, donc je pense qu'on va clore. Alors, si certains d'entre vous veulent prendre contact avec Vincent, vous pouvez passer par Biogénie Projet, nous envoyer un mail sur contact@biogénie.projet, on transmettra contact@biogénie.com, on transmettra à Vincent les informations. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup pour en fait cette transversalité entre médecine chinoise, entraînement physique, connaissances techniques, qui est vraiment une richesse très importante pour nous. Juste pour finir, je vous rappelle les prochains webinaires. Le 3 mars avec une personne qui s'appelle le docteur Néandertal, c'est le docteur Chaloli-Coupu qui nous parlera de la médecine intégrative et fonctionnelle et de son historique et cette histoire à travers les siècles. Le docteur Casquia nous refera un webinaire sur quel sport contre le mal de dos. Il y aura également un webinaire sur toutes les respirations par le docteur Marc Pérez, qui est un spécialiste de la respiration. Il nous fera voyager à travers toutes les techniques respiratoires qui ont été utilisées en thérapeutique. Et pour ma part, j'animerai un webinaire sur la chronobiologie de l'inflammation et la chronothérapie qu'on peut y adjoindre. À quel moment il faut traiter son inflammation ou en tout cas prendre en charge l'inflammation. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.